Minuit. La pluie tombait fort, martelant le toit comme si elle voulait entrer dans la maison. Tolani se réveilla soudainement avec un frisson, se rappelant qu'elle avait oublié de fermer les fenêtres. Elle se leva rapidement et courut vers le salon, où les rideaux flottaient dans le vent. En essayant de fermer la première fenêtre, elle entendit un bruit étrange venant de l'extérieur. Malgré la tempête, elle aperçut une voiture noire arrêtée et quelques hommes à côté. Tolani se cacha derrière le rideau, écoutant attentivement. L'un des hommes, vêtu d'une capuche noire, disait d'une voix rauque, « Nous allons le tuer et partir avant que quelqu'un ne nous voie. » Le cœur de Tolani battait de plus en plus vite. Elle jeta un coup d'œil par une fente et vit un autre homme, un peu plus petit, qui secouait la tête en disant « Non, il ne faut pas le poignarder. Le chef a dit que ça doit être lent et douloureux. Nous l'avons déjà drogué, alors attachez-le. » Un sentiment de peur inexplicable s'empara d'elle. Son instinct lui criait de demander de l'aide, mais elle savait que toute action risquait de mettre sa vie en danger. Tremblante, elle referma la fenêtre doucement, sans faire de bruit, mais de manière à pouvoir continuer d'observer. Soudain, les hommes sortirent un corps de la voiture, attachèrent solidement ses mains, ses jambes, et même sa bouche, avant de le jeter dans le ruisseau qui longeait la rue. Dès que les hommes partirent, Tolani décida d'agir. Profitant du silence et de l'obscurité, elle sortit discrètement de la maison et se dirigea vers l'endroit où l'homme avait été jeté. En s'approchant du ruisseau, elle alluma sa lampe torche, éclairant l'endroit sombre. Elle ne vit rien immédiatement, mais ne se découragea pas et avança prudemment. Finalement, la lumière de sa lampe trouva l'homme. C'était un jeune homme bien habillé, portant des vêtements africains colorés. Il tremblait beaucoup et son visage reflétait la douleur et la peur. Sans perdre de temps, Tolani descendit pour essayer de le relever, mais il était trop lourd pour qu'elle puisse le faire seule. Elle eut alors une idée, elle courut de retour à la maison, monta rapidement dans la chambre de son frère J.D., à bout de souffle, et le convainquit de l'aider. Encore à moitié endormi, J.D. comprit vite l'urgence de la situation et la suivit sans hésiter jusqu'au lieu où l'homme avait été jeté. La pluie continuait de tomber lourdement, mais cela ne les arrêta pas. Ensemble, ils luttèrent pour sortir l'homme de l'eau, leurs vêtements trempés, leurs muscles brûlant d'effort. Finalement, ils réussirent. L'homme était extrêmement faible et presque inconscient. Avec précaution, Tolani et J.D. l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital le plus proche. À leur arrivée, le médecin s'approcha rapidement, ses yeux attentifs. Il leur demanda « Que lui est-il arrivé ?» Tolani, encore haletante et mouillée, expliqua tout clairement, depuis la vision terrifiante à travers la fenêtre jusqu'au sauvetage désespéré. Le médecin écouta attentivement, posant des questions de temps en temps tout en examinant l'homme. J.D., inquiet, demanda « Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il va bien ?» Après avoir terminé les examens préliminaires, le médecin prit une profonde inspiration et répondit « Oui, il va s'en sortir. Vous êtes arrivé juste à temps. Si vous aviez tardé plus longtemps, il n'aurait malheureusement pas survécu. » Tolani poussa un soupir de soulagement, mais elle savait que la situation restait délicate. Elle se tourna vers J.D. et lui dit « Il faut que tu rentres à la maison. Si maman et papa se réveillent et ne nous trouvent pas, ils vont s'inquiéter. Explique-leur tout ce qui s'est passé. » J.D. secoua la tête fermement, indiquant qu'il ne pouvait pas la laisser seule, mais elle insista « S'il te plaît, retourne à la maison avant que nos parents ne commencent à nous chercher. » J.D. expliqua qu'il avait peur de rentrer seul. Il était tard et il craignait d'être enlevé ou attaqué en chemin. Tolani savait qu'il avait raison, mais l'inquiétude pour leurs parents persistait. J.D. posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Quand nous rentrerons à la maison, nous leur expliquerons tout. Ils comprendront, surtout quand ils sauront que nous avons sauvé une vie. » Vers 5 heures du matin, les parents de Tolani commencèrent à chercher leurs enfants. Mais les deux étaient encore à l'hôpital, veillant sur l'homme qu'ils avaient sauvé. Madame Baba J.D. se réveilla avec un pressentiment étrange, en arrivant dans la chambre des enfants, constata que ni Tolani ni J.D. n'étaient là. Pleine d'inquiétude, elle demanda alors à son mari, « Est-ce que tu les as appelés ?» « Oui, mais ils ont laissé leur téléphone ici. » L'inquiétude grandissait de plus en plus sans nouvelles d'eux. Pendant ce temps, dans un endroit éloigné de la ville, une conversation sombre se déroulait. « Comment s'est passé le travail de la nuit dernière ?» demanda Scorpion à Daniel, le chef du groupe. Scorpion répondit sans remords, « Tout s'est bien passé.
Ton frère est mort. Daniel demanda où ils avaient mis le corps, mais Scorpion le rassura. Ne t'inquiète pas, tout a été fait comme tu l'as demandé. Inquiet, Daniel ajouta, j'espère que personne ne vous a vu. Le chef du groupe le rassura encore, personne ne nous a vus. Pour avoir exécuté le travail efficacement, Daniel envoya 500 000 Nera supplémentaires au groupe de Scorpion. Daniel soupira, essayant de se calmer en répétant à haute voix, personne ne peut me prendre ce qui m'appartient de droit. Soudain, ses parents, le roi et la reine, entrèrent par surprise. Avec qui parlais-tu ? Demanda le roi, méfiant. Essayant de dissimuler la conversation, Daniel dit qu'il parlait à un ami qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Mais qui essaie de te prendre ce qui t'appartient de droit, insista son père. Personne, père. Je plaisantais avec mon ami au téléphone, répondit-il. Cependant, ce n'était pas la raison de leur visite. La reine, angoissée, expliqua qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils Obina depuis la nuit précédente. Ils avaient essayé de le joindre sans succès. Non, maman, je n'ai rien entendu de lui, répondit-il en essayant de cacher sa nervosité. Pendant ce temps, à l'hôpital, Tolani et Jidé veillaient toujours auprès de Obina, attendant des nouvelles du médecin. Au palais, la matinée commençait à peine, mais la tempête d'incertitude continuait. Le roi partit voir son conseiller pour obtenir des nouvelles, mais ce dernier lui expliqua qu'il n'avait aucune nouvelle d'Obina et qu'il avait appelé toute la nuit, en vain. « Que pourrait-il bien être arrivé à mon fils ?» murmura la reine, pleine d'inquiétude. « Il nous a dit qu'il atterrirait à l'aéroport hier soir, » ajouta-t-elle, sa voix tremblant d'angoisse. Le roi tenta de la réconforter, « Tout ira bien, Obina arrivera sûrement bientôt. » Mais la reine, incapable de dissimuler son inquiétude, se tourna vers son mari, cherchant du réconfort. Pendant ce temps, la servante arriva pour annoncer que le petit déjeuner était prêt. La famille royale, essayant de retrouver un semblant de normalité, s'assit à table, mais la tension restait palpable. Quelques heures plus tard, le médecin de l'hôpital revint vers Tolani, qui lui demanda si l'homme parlait déjà et s'il allait mieux. Le médecin, d'un ton grave, répondit, « Ceux qui l'ont kidnappé lui ont administré une substance très dangereuse qui a gravement endommagé son cerveau. Vous devriez l'emmener rapidement dans un hôpital psychiatrique, car son état semble chronique. » Terrifiés par cette nouvelle, Tolani et Jidé suivirent les instructions du médecin et transférèrent Obina dans un hôpital psychiatrique. Après avoir accompli cette tâche, Jidé rentra à la maison pour expliquer à leurs parents ce qui s'était passé. Cette révélation laissa leurs parents abasourdis. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille s'était autant impliquée dans cette affaire. Tolani était à quelques jours de son mariage avec Bob, et sa mère commençait à s'inquiéter de son comportement. Bob, quant à lui, était complètement dérouté par tout ce qui se passait. Cela faisait déjà plusieurs jours que Tolani s'occupait frénétiquement d'un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle ne l'appelait plus et ne lui donnait aucune explication. Frustré, Bob finit par appeler Tolani. « Mon amour, que se passe-t-il ? Pourquoi tu ne m'appelles plus ? Je te sens distante, demanda-t-il, inquiet. Tolani répondit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait et qu'elle était toujours la même. Mais Bob, furieux, répliqua, depuis que tu t'occupes de ce fou, tu ne me consacres plus de temps ni d'attention. Tu as soudainement oublié que notre mariage est dans quelques semaines ? Essayant de s'expliquer, Tolani répondit qu'elle n'était pas responsable de la situation, qu'elle s'occupait de quelqu'un qui était seul au monde, et qu'une fois qu'il irait mieux, elle reprendrait sa vie normale. Bob, de plus en plus frustré, explosa, « Alors, c'est de ma faute ? Est-ce à moi de souffrir à cause de ça ?» Avec une voix pleine d'agressivité, il ajouta, « Tolani, si tu continues comme ça, je te jure que notre mariage n'aura jamais lieu. » Tolani, les yeux remplis de larmes, répondit d'une voix tremblante, « Avec la manière dont tu me parles et ta colère constante, je commence à penser que ce mariage ne fonctionnera jamais. » Furieux de ce qu'il entendait, Bob n'en croyait pas ses oreilles. Tolani continua, « Je me sens tellement stressé. Je m'occupe d'un parfait inconnu, et au lieu de m'apaiser, tu me cries dessus. » Bob, toujours irrité, lui demanda si c'était la vraie raison pour laquelle elle disait que leur mariage ne pourrait pas avoir lieu. Tolani, confuse, tenta de lui expliquer, « Je ne sais pas comment te le dire, mais ces derniers jours, ce que j'ai ressenti était différent. C'est comme si cet homme avait une influence sur moi que je ne peux expliquer.
Cette révélation choqua Bob, qui essaya de rester calme, mais son esprit était en pleine tempête. « Alors tu suggères qu'on annule notre mariage ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Tolani, prise entre ses sentiments pour Bob et la connexion inexplicable qu'elle ressentait pour Obina, soupira profondément. Elle ne voulait pas blesser Bob, mais elle ne pouvait nier l'attirance étrange qu'elle éprouvait pour cet homme mystérieux qu'elle avait sauvé. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Tolani expliqua à Bob qu'elle se sentait perdue et qu'elle avait besoin de temps pour comprendre ses sentiments. Bob, submergé par la colère et le sentiment de trahison, se souvenait de tous les sacrifices qu'il avait faits pour elle et sa famille. Il avait quitté le village, leur avait offert une maison dans la ville, et maintenant, elle semblait le rejeter pour un inconnu. Leurs disputes devinrent de plus en plus violentes. À un moment donné, Bob s'approcha de Tolani et la menaça. « Tu joues avec le feu. Je pourrais te tuer maintenant et personne ne saurait ce qui s'est passé. » Effrayé, Tolani essaya de garder son calme. « Bob, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas que ça se termine ainsi. » Mais Bob, aveuglé par la rage, éclata de rire. « Tu es stupide de penser que je plaisante. » Chaque mot de Bob tranchait comme une lame. Tolani, désespérée, chercha un moyen de calmer la situation, mais elle savait qu'elle marchait sur des œufs. Tout faux pas pouvait provoquer une tragédie. Bob, en colère, s'éloigna, laissant Tolani bouleversée et en larmes. Cherchant désespérément de l'aide, Tolani se tourna vers sa meilleure amie, Amaka. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé avec Bob et lui expliqua l'attirance inexplicable qu'elle ressentait pour Obina. Choquée par ce qu'elle entendait, Amaka lui conseilla de chercher de l'aide auprès de l'ancien du village, un homme sage qui pourrait lui offrir des conseils. Soulagée de ne plus être seule face à cette situation, Tolani accepta le conseil d'Amaka. Pendant ce temps, au palais royal, la tension continuait à monter alors que la famille cherchait toujours des nouvelles d'Obina. Les jours passaient, et le couronnement du futur roi approchait à grands pas. Les jours s'écoulaient, et il ne restait plus que 5 jours avant le couronnement d'Obina, l'héritier du trône. Tout le royaume était en effervescence, mais l'absence d'Obina plongeait la famille royale dans une inquiétude grandissante. Le premier ministre, Ono, demanda « Où est notre héritier ? Nous ne pouvons plus attendre. » Malgré les recherches incessantes, aucune nouvelle ne leur parvenait. Pendant ce temps, Daniel, frère d'Obina, entra précipitamment dans le palais, pleurant de manière théâtrale. « Que s'est-il passé ?» s'inquiéta le roi. Entre deux sanglots, Daniel répondit « Je viens de recevoir un terrible appel. Obina est mort dans un accident de voiture il y a quelques jours. » Cette nouvelle désastreuse plongea le palais dans un état de désespoir. Le roi, à l'annonce de la mort de son fils bien-aimé, s'effondra de chagrin. Le peuple du royaume, en apprenant la nouvelle, commença à se lamenter, et le palais fut empli de cris de douleur. La reine, dévastée par cette perte insoutenable, s'effondra en larmes à côté du roi. La situation était critique, et le roi fut transporté à l'hôpital, où le médecin constata que, bien que les tests médicaux indiquaient que le roi était en bonne santé, quelque chose d'inhabituel semblait affecter son état. Le Premier ministre suggéra alors de chercher une aide médicale à l'étranger, notamment en Inde. La reine, bien que désespérée, accepta cette idée, prête à tout pour sauver son époux. Pendant ce temps, Daniel, enveloppé dans une arrogance déconcertante, déclara « Inutile de dépenser autant pour un vieil homme. Il est déjà à l'âge de partir. » Ces paroles choquèrent même les conseillers les plus proches de la famille royale. Le Premier ministre, en colère, réprimanda Daniel « As-tu oublié ton rôle en tant que fils du roi ?» Mais Daniel montra peu de respect pour son père ou pour l'importance de sa position dans le royaume. Au même moment, Tolani, après une longue conversation avec son amie Amaka, rentra chez elle, épuisée. Elle s'assit dans son salon et s'endormit profondément. Dans son sommeil, elle fit un rêve étrange. Elle vit Obina, l'homme qu'elle avait sauvé, transformé en roi puissant. Il était acclamé par tous les chefs et dignitaires du royaume, assis sur un trône en or, entouré de luxe et de splendeur. La scène la laissa perplexe. Dans son rêve, elle tenta de s'approcher d'Obina, mais Bob apparut soudainement, l'empêchant d'avancer, lui répétant que sa place était à ses côtés. Tolani se débattit, cherchant à échapper à l'emprise de Bob, mais il la retenait fermement. Dans un geste désespéré, elle mordit la main de Bob pour se libérer,
et c'est à ce moment précis qu'elle se réveilla en sursaut, le souffle court. À son réveil, le rêve la laissa troublée. Elle ressentait une sensation d'inquiétude, comme si Obina n'était pas qu'un simple inconnu. Ce pressentiment la poussa à en apprendre davantage sur lui. Après avoir préparé un repas, Tolani se rendit à l'hôpital psychiatrique pour rendre visite à Obina. En s'approchant de lui, elle tenta de lui poser des questions pour découvrir qui il était réellement, mais il restait silencieux, plus intéressé par son repas que par une quelconque conversation. Alors qu'il dévorait la nourriture qu'elle avait préparée, Tolani regarda son téléphone, qui sonnait sans cesse. C'était Bob, insistant pour savoir si elle allait vraiment l'aider à tuer Obina. Tolani, perturbé, refusa de répondre. Le lendemain, Bob, de plus en plus inquiet par le silence de Tolani, se rendit chez elle pour obtenir des réponses. À son arrivée, il lui demanda froidement, « Alors, quel est ton plan? Vas-tu vraiment choisir ce fou à ma place ?» Mais Tolani le regarda dans les yeux et lui dit fermement, « Je ne t'aiderai pas à tuer un innocent, Bob. Notre fiançailles sont terminées, et rien de ce que tu feras ne me fera revenir sur ma décision. » Furieux, Bob organisa une réunion tumultueuse entre leurs deux familles. Malgré les appels au calme et les conseils de sa famille, Tolani resta ferme dans ses convictions. Elle refusa de céder sous la pression. Durant cette réunion, Bob révéla devant tout le monde, « Tolani m'a quitté pour un fou. Elle est amoureuse d'un homme dont elle ne connaît même pas l'identité. » Les paroles de Bob choquèrent tout le monde. Mais Tolani, silencieuse, ne dit rien. Après cette réunion, les parents de Tolani prirent la décision terrible de l'expulser de la maison, car elle vivait dans une maison que Bob avait louée. Enragé par la situation, Bob exigea que Tolani quitte immédiatement les lieux et récupéra tout ce qu'il lui avait offert, y compris son téléphone et sa boutique. Le lendemain, Obina fut libérée de l'hôpital psychiatrique. Ne sachant où aller, Tolani l'emmena dans une petite ville voisine, où elle loua une modeste chambre pour eux deux. Ils y restèrent sous le même toit, Tolani réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Elle était seule, sans argent, mais malgré tout, elle gardait espoir que les choses finiraient par s'arranger. Une nuit froide, alors que Tolani et Obina étaient seuls dans leur chambre, elle ressentit un désir profond pour lui. Se sentant très seule et en manque de réconfort, elle céda à ses désirs et se retrouva dans les bras d'Obina. Quelques semaines plus tard, Tolani découvrit, à sa grande surprise, qu'elle était enceinte. Cette nouvelle la bouleversa. Ne sachant que faire, elle se confia à Amaka, lui expliquant qu'elle hésitait entre garder l'enfant ou interrompre la grossesse. La nouvelle de cette grossesse parvint rapidement aux oreilles de Bob, qui, consumé par la colère, chercha à se venger. Déterminé, Bob consulta un guérisseur maléfique, demandant de mettre fin à la vie de Tolani et de l'enfant qu'elle portait. Mais le vieux guérisseur révéla une vérité choquante, l'enfant dans le ventre de Tolani est protégé par des pouvoirs ancestraux. C'est un enfant destiné à régner, et quiconque tente de lui faire du mal subira de graves conséquences. Malgré ces avertissements, Bob était prêt à tout. Frustré, il décida de faire appel à des forces encore plus sombres. Son ami Félix lui parla d'une déesse puissante dans son village natal, une entité mystérieuse qui vivait dans une rivière depuis plus de 1000 ans. Le lendemain matin, Bob et Félix se rendirent dans le village de la grand-mère de Félix pour rencontrer la mystérieuse déesse. Bob était impatient de trouver une solution à son problème. Lorsqu'ils arrivèrent à la rivière sacrée, Bob révéla tout ce que Tolani lui avait fait endurer, déversant ses angoisses, ses frustrations et sa colère. Il supplia la déesse de mettre fin à la vie de Tolani et de son enfant. Avec des gestes solennels, Bob déposa les objets de sacrifice que Félix lui avait dit d'apporter, notamment les vêtements de Tolani et une photo d'elle. La déesse, connue sous le nom de Reine-Mère, lui parla d'une voix calme mais pleine de sagesse, « Ta demande n'est pas simple à exaucer. L'âme que tu veux détruire est protégée par des forces ancestrales. L'enfant qu'elle porte a un destin grand, et son sang est imprégné de puissance mystique. » Troublé par ces paroles, Bob insista, « Que dois-je faire pour m'en débarrasser ? Je suis prêt à tout. » La Reine-Mère, après un long silence, lui répondit, « Il y a un moyen. Pour détruire les pouvoirs ancestraux qui protègent cet enfant, un sacrifice doit être fait. » Bob, désespéré, demanda anxieusement, « Quel sacrifice dois-je faire ? Donne-moi les instructions et je suivrai tout à la lettre. »
La déesse lui donna une liste d'objets à apporter et lui expliqua le rituel complexe qu'il devait suivre. 3 jours plus tard, Bob revint à la rivière, apportant tous les objets demandés. Il réalisa le rituel exactement comme la déesse l'avait instruit. Une fois le rituel terminé, la déesse apparut à lui et déclara « Ton sacrifice a été accepté. Les pouvoirs ancestraux qui protégeaient l'enfant ont été détruits. » Ce soir-là, la déesse disparut mystérieusement, laissant Bob et ses amis avec un sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. En retournant dans sa ville, Bob ressentit un poids être retiré de ses épaules, mais il ne pouvait se débarrasser de la culpabilité qui continuait de le hanter. Pendant ce temps, dans le royaume spirituel, la déesse tenta à plusieurs reprises de tuer Tolani et l'enfant qu'elle portait. Cependant, malgré tous ses efforts, l'enfant semblait protégé par une force inexplicable qui déjouait chacun de ses plans. Sa colère grandissait à chaque échec. Une nuit, alors que Tolani et Obina dormaient profondément, la déesse, sous forme d'une créature effrayante, apparut près de leur lit. Elle s'approcha lentement du ventre de Tolani, cherchant à presser son ventre pour détruire l'enfant qu'elle portait. Mais à l'instant même où elle allait poser la main sur le ventre de Tolani, l'enfant bougea si violemment que Tolani se réveilla en sursaut. En ouvrant les yeux, elle vit une silhouette sombre près de son lit et poussa un cri d'horreur. La créature disparut aussitôt, mais Tolani fut laissée avec un sentiment de terreur. Elle savait que quelque chose de très puissant essayait de nuire à elle et à son enfant. Le lendemain, elle décida d'en parler à Amaka, qui lui conseilla de retourner voir l'ancien du village pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, Bob, rongé par la culpabilité, commença à réaliser l'ampleur de ses actes. Il se rendit compte qu'il était allé trop loin dans sa quête de vengeance. Cependant, ses amis continuaient de l'encourager à ne pas lâcher prise. Rex, l'un de ses proches amis, lui suggéra « Pourquoi ne pas engager des hommes pour éliminer Tolani ? Si tu ne peux pas la faire toi-même, alors paie quelqu'un pour le faire. » Bob, d'abord hésitant, finit par céder à la pression. Au palais royal, les recherches pour retrouver Obina continuaient, mais en vain. Le couronnement approchait, et l'absence de l'héritier plongeait tout le royaume dans un état de panique. Le roi, de son côté, récupérait lentement à l'hôpital, mais l'absence de son fils pesait lourdement sur lui. Un matin, après une longue et difficile nuit, Tolani prit la décision de quitter définitivement la ville avec Obina. Elle avait perdu toute sa famille et tout ce qu'elle avait bâti, mais elle savait qu'elle devait protéger cet enfant à tout prix. Ils partirent pour une petite ville, loin des regards, où personne ne les connaissait. Tolani loua une petite maison modeste et s'efforça de reconstruire une nouvelle vie. Un soir, alors qu'elle était assise seule, Tolani repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle ne savait pas encore quel destin attendait cet enfant qu'elle portait, mais elle sentait qu'il était lié à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Pendant ce temps, Bob, désespéré, continua de chercher des moyens de se venger, mais chaque fois qu'il s'approchait de Tolani, il sentait une force invisible le repousser. La culpabilité de ses actes commençait à le ronger de l'intérieur, et il se retrouva de plus en plus isolé, rejeté par ses amis et sa famille. Il comprit alors que tout ce qu'il avait tenté de faire contre Tolani s'était retourné contre lui. Dans un moment de lucidité, Bob se souvint des paroles du guérisseur, « Cet enfant est protégé par des forces que tu ne comprends pas. Si tu continues à essayer de le détruire, c'est toi qui en paieras le prix. » Ces mots résonnaient encore et encore dans son esprit, et il réalisa qu'il ne pouvait échapper à la punition pour ses actes. Quant à Tolani, elle continua à avancer, avec l'espoir que l'avenir de son enfant serait différent de ce qu'elle avait connu jusque-là. Le destin de cet enfant, encore inconnu, semblait porter en lui une force et un pouvoir mystérieux, un pouvoir qui changerait le cours de leur vie à jamais.